Astana, la capitale du Kazakhstan, accueille l'exposition internationale 2017. L'événement est à la mesure des ambitions du gouvernement kazakh. Le président veut faire entrer le Kazakhstan dans le cercle des 30 plus grandes puissances mondiales. Mais les pétrodollars ne coulent plus à flot. Le pays est en crise. En 2016, les ventes de voitures ont chuté de presque 50%. De nombreux Kazakhs vivent dans des conditions rudimentaires. Ils sont les premières victimes de la crise. Chaque année, c'est pareil. Après le Nouvel An, le prix des produits alimentaires augmente. Dans le pays, les manifestations hostiles au gouvernement se multiplient. Le Kazakhstan est une démocratie. Nous avons donc le droit à la liberté d'expression. Pourtant, les journalistes d'opposition sont emprisonnés. Nous sommes déterminés à nous battre pour nos droits et pour nos libertés. Astana, vitrine d'un État en plein essor. La capitale du Kazakhstan a surgi de la steppe en un temps record. Une prouesse à laquelle ont contribué des stars internationales de l'architecture. Les premiers coups de pioche datent seulement de 1997. La ville compte plus d'1 million d'habitants. Et ce nombre augmente quotidiennement. Astana est plus qu'une ville. Elle est le symbole de l'indépendance du Kazakhstan, de son désir de modernité et de reconnaissance internationale. La ville mise sur l'Expo 2017 pour accroître son rayonnement et pour attirer les regards du monde sur le Kazakhstan. Pays ont été invités. 2,5 millions de visiteurs sont attendus. Les organisateurs promettent une exposition internationale de tous les superlatifs. Son thème, l'énergie du futur. Action pour la durabilité mondiale. Un site de 113 hectares accueille 36 pavillons, créés par des architectes renommés comme Smith et Gill, l'agence de la regrettée Zaha Hadid et Coop Immelblau. Les conditions sont difficiles. L'hiver est long et glacial. Astana est la deuxième capitale la plus froide du monde après Oulan-Bator en Mongolie. Sur le chantier, les travaux se poursuivent 24 heures sur 24. Les ouvriers ne s'interrompent que lorsque la température descend en dessous de moins 30 degrés. Alexander Semenchuk est responsable de l'accueil des visiteurs étrangers. Autrefois employé dans une compagnie minière nationale, il a quitté il y a quelques mois sa ville d'origine dans le nord du pays pour s'installer à Astana. Ici, nous sommes dans le nord du pays. Les hivers sont rudes. Il peut faire jusqu'à moins 35 degrés. Mais les ouvriers s'adaptent, parce qu'ils ont à cœur de remplir la mission que la compagnie nationale nous a confiée. Nous ferons tout pour mettre en œuvre ce projet, pour qu'il soit de qualité et d'un niveau international. Nous voulons vraiment impressionner les invités et les participants de cette exposition. L'Expo 2017 s'inscrit dans un projet ambitieux du gouvernement. Le Kazakhstan, ancienne république soviétique, n'a acquis son indépendance qu'en 1991. Mais il compte être davantage qu'un pays émergent. Il vise le leadership en Asie centrale. Ce monument symbolise les 25 ans de l'indépendance du Kazakhstan. L'exposition internationale va nous permettre de nous rapprocher des grandes nations. Le président Nazarbayev veut faire entrer le Kazakhstan dans le cercle des 30 plus grandes puissances mondiales. L'organisation de l'Expo 2017 a été attribuée à Astana en 2012, au détriment de Liège, en Belgique. Le thème « L'énergie du futur » a convaincu le jury.
La société nationale Astana Expo 2017 est présidée par Ahmetsan Yesimov. Ancien ministre de l'Agriculture, il a été nommé il y a 2 ans par le président Nazarbayev. Son prédécesseur a dû se retirer à la suite d'accusations de corruption. Yesimov est un ami proche et un confident du président kazakh. Le Kazakhstan est le premier pays de l'ex-URSS à être choisi pour accueillir une exposition internationale. Ce sera l'occasion de montrer à la communauté internationale que le Kazakhstan est un pays politiquement stable, où cohabitent plus de 100 ethnies différentes. C'est certainement pour cela que nous avons été choisis. Pour cela, mais aussi parce que nous avons la capacité économique d'organiser un événement de cette envergure. Dans le sud-est du pays, au pied des montagnes du Tian Shan, se trouve la ville d'Almaty, capitale du Kazakhstan jusqu'en 1997. Avec ses 2 millions d'habitants, Almaty est la plus grande ville du pays. Elle est marquée par les traditions et l'architecture soviétique. Aujourd'hui encore, Almaty est la capitale économique et culturelle du Kazakhstan. De nombreux habitants de la ville sont contre l'Expo 2017. Pour eux, le projet est trop coûteux et sert surtout à assouvir la soif de prestige de l'élite gouvernementale. Mais rares sont ceux qui osent exprimer leurs critiques ouvertement. Le Bureau international du Kazakhstan pour les droits de l'homme et l'état de droit est une organisation non gouvernementale qui milite pour plus de démocratie. L'ONG a été fondée par Yevgeny Zhovtis, l'un des militants des droits de l'homme les plus connus du pays. Avocat et ancien syndicaliste, il s'oppose depuis plus de 20 ans à l'autoritarisme du pouvoir kazakh. Après plusieurs années de prison, Yevgeny Zhovtis semble aujourd'hui protégé par sa notoriété internationale. Ces événements de prestige entraînent évidemment beaucoup de dépenses. Dès le début, à partir du moment où le pays a commencé à organiser l'expo, des sommes d'argent phénoménales ont été dépensées pour construire la ville d'Astana. Pour moi, ces dépenses sont déraisonnables et inappropriées, compte tenu des problèmes que rencontre le pays. Les retraites, l'éducation, la santé, les infrastructures, etc. Comme d'autres, il souligne le paradoxe qui voit un pays pétrolier comme le Kazakhstan organiser une exposition ayant pour thème l'énergie du futur. Pour lui, le président Nazarbayev cherche avant tout à attirer l'attention internationale sur son pays. Tout le monde parle d'économie verte. Pour le président, ce thème est surtout un moyen de faire parler de notre pays. De ce point de vue-là, il a eu un certain flair. Notre pays tire sa richesse du pétrole. Or, la tendance est aux énergies alternatives, et je comprends qu'on en tienne compte. Mais si on parle d'économie verte, pourquoi on ne la développe pas davantage au Kazakhstan ? Le gouvernement kazakh annonce un coût de 4 à 5 milliards d'euros pour l'organisation de l'Expo 2017. Les brochures de l'exposition rappellent la finitude des énergies fossiles et insistent sur la nécessité de développer les technologies nouvelles. Un argument qui vise surtout à désamorcer les critiques concernant le montant de la facture. Le Kazakhstan est une démocratie. Nous avons donc le droit de nous exprimer librement. Naturellement, nous savons que l'expo entraîne des dépenses importantes, mais nous sommes convaincus que ces dépenses seront rentables sur le long terme. Ces installations serviront pendant de nombreuses années et ouvriront des perspectives pour l'avenir. L'exposition apporterait également au Kazakhstan un gain inestimable en termes d'image à travers le monde entier.
À Almaty, le Bureau international pour les droits de l'homme veut profiter de l'événement pour sensibiliser l'opinion mondiale sur les dérives politiques actuelles. Nous allons lancer une campagne intitulée « Pour une expo 2017 sans prisonniers politiques ». Mais à mon avis, l'exposition ne sera pas perturbée. Il n'y aura pas de mouvement de grève ni de manifestation. Les contestations de ce genre recueillent peu d'adhésion au Kazakhstan. En revanche, une campagne pour la libération des prisonniers politiques me paraît tout à fait réalisable. De par sa constitution, le Kazakhstan est un État démocratique. Les droits de l'opposition y sont pourtant très limités. La politique intérieure est marquée par la gouvernance autoritaire du président Nursultan Nazarbayev et de son parti Nur-Otan, patrie rayonnante. C'est un autoritarisme relativement modéré, contrairement au Turkménistan et à l'Ouzbékistan. Le système laisse quelques espaces de liberté. Il y a une opposition politique au Kazakhstan, c'est vrai. Elle n'est pas structurée, elle est absente du Parlement et des collectivités locales, mais elle existe. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, des militants, des journalistes, mais ils n'ont aucune visibilité. Ils sont comme parqués dans une réserve. Les défenseurs des droits de l'homme, les opposants ou les journalistes indépendants n'ont pas accès aux médias nationaux. Vous ne me verrez jamais sur une chaîne de télévision nationale. On ne me demande jamais d'interview. Personne ne vient à nos conférences de presse. C'est comme si nous n'existions pas. Le gouvernement kazakh contrôle les médias. Depuis près de 20 ans, il n'existe plus aucune chaîne de radio ou de télévision indépendante. En 2012, la majorité des journaux d'opposition ont été interdits. Dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, le Kazakhstan est 157e sur 180. Depuis 3 ou 4 ans, le nombre de journaux indépendants ne cesse de diminuer. Aujourd'hui, il en reste peut-être 2 ou 3 dans tout le pays. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que le gouvernement a commencé à s'attaquer aux blogueurs. Comme en Russie, notre justice condamne des blogueurs à des peines de prison ferme pour incitation à la haine, soi-disant. Mais en réalité, c'est juste parce que ces gens expriment leurs opinions. Actuellement, plus d'une dizaine de blogueurs sont en prison. Le Bureau international pour les droits de l'homme est financé par les dons d'autres ONG, notamment d'Europe de l'Ouest et d'Amérique. Aujourd'hui, il organise une rencontre entre des journalistes et des opposants. L'atmosphère est tendue. Il y a 3 jours, un journaliste a été de nouveau arrêté. Vendredi, il y a eu une perquisition au journal Tribuna, l'un des rares journaux d'opposition du Kazakhstan. Janbolat Mamay, le rédacteur en chef, a été arrêté et placé en détention pour 2 mois. D'autres perquisitions ont eu lieu chez des personnes qui sont en lien avec ce journal. Inga Imanbay participe à la réunion. Elle est l'épouse et la collègue du journaliste arrêté. Avec lui, elle dirige le Tribuna, un journal d'opposition au tirage relativement modeste de 15 000 exemplaires. Officiellement, son mari est accusé de blanchiment d'argent pour le compte d'un oligarque kazakh en exil. Une accusation absurde pour Inga Imanbay. Pour elle, les véritables motifs de l'arrestation de son mari sont les articles qu'il a écrits sur le projet de réforme foncière voulu par le gouvernement. Le projet de loi prévoit de faciliter la vente de terres kazakhes à des investisseurs étrangers. Ils ont vendu le pétrole, ils ont vendu l'or, ils ont vendu les richesses naturelles. Tout a été privatisé. Et maintenant, ils veulent vendre notre terre. Mais pour le peuple kazakh, la terre est comme une mère. Elle est sacrée. Les autorités n'hésitent pas à bafouer les sentiments les plus profonds du peuple. Janbolat Mamay a publié sur son compte Facebook les articles dans lesquels il dénonce la liquidation des richesses du pays. Il a également posté des vidéos de manifestations contre la réforme agraire et d'affrontements entre manifestants et forces de police.
Jean-Bolat est l'un des opposants au gouvernement les plus virulents. Il écrivait sur tout, et notamment sur la récente modification de la Constitution. Il était lu par beaucoup de monde. Ses publications ont recueilli jusqu'à 5000 likes et ont été partagées près de 3000 fois. Pour le Facebook kazakh, cela représente énormément de monde. C'est un soutien très fort, d'autant qu'au Kazakhstan, les gens ont souvent peur d'exprimer leur opinion publiquement. La rédaction du Tribuna se trouve dans un 2 pièces, dans la banlieue d'Almaty. Le journal, fondé en 2012, est produit ici par Inga et Jean-Bolat avec seulement 2 collaborateurs. Pendant des années, le couple de journalistes, tous deux âgés de 28 ans, a été placé sous surveillance et a subi des intimidations. Leur voiture a été vandalisée plusieurs fois. Récemment, des policiers en civil se sont présentés à la rédaction, un vendredi matin, à 9 h. Quand j'ai ouvert la porte, 7 personnes ont débarqué dans le bureau et m'ont demandé de ne plus bouger. Ils ont confisqué mon téléphone et tout ce que j'avais sur moi. Ils m'ont filmé pendant toute la durée de la perquisition. Le même jour, un commando de la police arrête Jean-Bolat Mamaï dans l'appartement de sa mère. Dès le lendemain, à minuit, il est jugé et condamné à 2 mois de détention préventive. Au Kazakhstan, dans ce genre d'affaires, tout le monde sait qu'une condamnation préventive de 2 mois est suivie d'une enquête, puis d'un procès. Et cela finit souvent très mal. Depuis l'arrestation de mon mari, je me sens seule. En tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que mère. De fait, les chances pour une remise en liberté rapide du journaliste sont minces. Pour l'instant, je suis plutôt pessimiste. Les autorités vont essayer de prouver qu'il est coupable d'avoir publié le journal avec l'argent d'un oligarque kazakh corrompu et installé à l'étranger. Ensuite, il y aura un procès. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine allant de 3 à 7 ans de prison. Inga Imanbay est parvenue à publier un dernier numéro de Tribuna avec la photo de son mari en couverture. Depuis, le journal s'est vu retirer sa licence de publication. Inga Imanbay se retrouve sans travail et sans revenu. Elle ne sait pas comment elle pourra faire vivre son enfant. En tant que journaliste indépendant, nous connaissons les risques que nous prenons. Actuellement, dans notre pays, les droits de l'homme sont extrêmement limités. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes déterminés à nous battre pour nos droits et pour nos libertés. Le pouvoir d'Astana considère comme dangereux les médias qu'il ne contrôle pas et criminalise toutes les opinions divergentes. La critique politique est perçue comme une atteinte à l'ordre public. Depuis plus de 25 ans, le destin du Kazakhstan est entre les mains du président Nursultan Nazarbayev. Sa priorité est la stabilité politique, condition incontournable pour attirer les investisseurs étrangers. Timur Shaymergenov est directeur de la bibliothèque du président. Il est aussi l'un des plus proches conseillers de Nazarbayev. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques, il a fait ses études à Harvard, Oxford et Paris. Il est co-auteur du Plan d'avenir 2050, qui doit propulser le Kazakhstan parmi les 30 premières puissances économiques mondiales. La devise de son président, d'abord l'économie, ensuite la politique.
La classe moyenne est la base qui garantit la stabilité de n'importe quel pays. Prenez par exemple l'Allemagne ou les États-Unis. La base, ce sont les classes moyennes. Il faut donc commencer par investir dans l'éducation, les infrastructures sociales et le développement de l'économie. Nous avons une expression qui dit « La qualité d'une démocratie dépend de la qualité des individus qui la composent ». Il faut éduquer les gens, les nourrir. Ce n'est qu'après qu'on peut les associer aux prises de décisions politiques. Si la prospérité économique profitait à tout le monde, nous pourrions accepter d'attendre un peu avant d'avoir un régime réellement démocratique. Malheureusement, dans les années 1990, d'importants secteurs économiques ont été privatisés. Beaucoup de biens publics sont passés aux mains d'entrepreneurs privés. Et le développement de l'économie a surtout bénéficié à une certaine élite. Depuis son indépendance, le Kazakhstan a vu son économie progresser de façon constante grâce aux exportations de pétrole. Avec un volume d'extraction de 80 millions de tonnes par an, le pays fait partie des 20 plus gros producteurs du monde. Mais avec la baisse du cours du pétrole, les recettes de l'État sont en net recul. La situation est aggravée par la crise économique en Russie, principal partenaire commercial du Kazakhstan et son allié au sein de l'Union économique eurasiatique. Le ralentissement de la croissance chinoise se fait également sentir. Les Kazakhs souffrent de la hausse des prix et leurs salaires n'ont pas augmenté depuis plusieurs années. La situation économique de la majorité des Kazakhs s'est dégradée, ce qui creuse encore plus les inégalités sociales. Une amélioration de l'environnement économique n'est pas en vue. Il y a la chute du cours du pétrole et beaucoup de problèmes non résolus dans le secteur de l'habitat, c'est-à-dire le nombre de logements, l'électricité, l'eau, le chauffage. De plus, le Kazakhstan est un territoire très vaste et par conséquent, l'entretien de nos infrastructures coûte très cher. Tout cela pèse lourdement sur notre économie. Le gouvernement Nazarbayev a longtemps sous-estimé la dépendance du pays au pétrole et a tardé à réagir. Pendant des années, les importantes recettes pétrolières ont assuré au pays une forte prospérité. Mais l'élite au pouvoir en a été la principale bénéficiaire. Les produits de luxe occidentaux se vendaient très bien. Au Kazakhstan, les voitures de prestige et de sport sont des symboles de statut social très appréciés. Pendant plusieurs années, les affaires de Kanat Akishev ont été florissantes. À 41 ans, il dirige une société qui commercialise des voitures de luxe essentiellement allemandes à Almaty et à Astana. Mais le développement de son entreprise est aujourd'hui au point mort. Les investissements prévus ont été gelés et les chantiers de plusieurs nouvelles concessions ont été interrompus. En 2016, les ventes de voitures ont reculé de presque 50%. Le gouvernement a annoncé officiellement que nous étions en crise, et nous le ressentons nous aussi. Pour moi, le marché automobile est un baromètre de la crise au Kazakhstan. L'entreprise, fondée en 1994, a commencé par vendre des voitures russes, puis des japonaises et des allemandes. Kanat Akishev dirige la société depuis 7 ans. Il a étudié la gestion d'entreprise à Osnabrück, en Allemagne, et parle couramment l'allemand et l'anglais. Comme lui, chaque année, des milliers de jeunes Kazakhs bénéficient d'une bourse de l'État pour faire leurs études à l'étranger, surtout aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. Je suis très reconnaissant à notre président de donner aux jeunes l'occasion de faire leurs études à l'étranger. Tous ces jeunes reviennent au Kazakhstan avec de nouveaux savoir-faire et ils contribuent au développement du pays. Pour le moment, nous ne disposons pas encore de technologies extrêmement développées. C'est pour cela qu'il est important d'envoyer les jeunes étudier à l'étranger.
Kanat Akishev incarne la nouvelle élite économique kazakh, qualifiée, rompue à l'économie de marché et connectée à l'international. De nombreux entrepreneurs se disent favorables à des changements politiques. Ils continuent pourtant de soutenir Nazarbayev, garant de la stabilité dans le pays. La stabilité est essentielle pour notre économie. En ce qui concerne la politique, je pense qu'il faudra encore quelques réformes avant de pouvoir dire que nous sommes une démocratie. Si le gouvernement me le demandait, j'aurais quelques propositions à faire. Mais dans l'ensemble, je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Notre pays a beaucoup progressé. Malgré la crise économique, le Kazakhstan attire toujours les investisseurs étrangers, nous dit Kanat Akishev. En 2017, un constructeur allemand va commencer à produire des voitures dans le pays. À Almaty, sur la place de la République, le monument de l'indépendance commémore la fondation de la République du Kazakhstan le 16 décembre 1991. Le monument comporte une empreinte de la main de Nursultan Nazarbayev. Celui-ci dirigeait déjà le pays quand il faisait partie de l'URSS. Il est également le premier président élu du Kazakhstan indépendant. 26 ans plus tard, Nazarbayev est toujours à la tête de l'État. Sa vie et son œuvre sont retracées dans un musée qui lui est dédié à Astana. Fils de berger, ingénieur en métallurgie, il a aujourd'hui 76 ans. Il est marié et père de 3 filles. La constitution kazakh lui donne la possibilité de se faire réélire autant de fois qu'il le souhaite. La fortune de son clan est estimée à plusieurs milliards de dollars. En 2010, le Parlement lui décerne le titre honorifique de chef de la nation et vote l'immunité juridique à vie pour lui et les membres de sa famille. Sa politique étrangère habile a fait du Kazakhstan la première puissance d'Asie centrale. Malgré son autoritarisme, il est internationalement perçu comme un partenaire fiable et un homme d'État avisé. En témoigne notamment l'élection du Kazakhstan en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU en 2016. La politique étrangère du Kazakhstan est très équilibrée. Nous avons d'excellentes relations avec tous nos voisins et nous sommes en contact avec le monde musulman et les pays occidentaux. Nous voulons être présents à tous les niveaux. Dans les échanges internationaux, nous donnons la priorité au développement économique et commercial, ainsi qu'à l'investissement. Au niveau politique, nous restons relativement neutres, ce qui fait de nous des interlocuteurs appréciés. En janvier 2017, Astana a accueilli les négociations pour la paix en Syrie. Un nouveau succès diplomatique pour le Kazakhstan. On nous fait confiance. Pourquoi? Parce que nous ne soutenons personne en particulier. Nous cherchons à maintenir une forme de distance et un certain équilibre. La construction d'Astana est le projet le plus spectaculaire de Nazarbayev. De nombreux bâtiments paraissent surdimensionnés. La mosquée Nour Astana est la plus grande d'Asie centrale. Le palais présidentiel est 8 fois plus vaste que la Maison-Blanche à Washington. L'Université des Arts se trouve sur la plus grande place d'Asie centrale. La salle de concert est l'une des plus modernes du monde. Astana est l'œuvre de Nazarbayev. Il en a conçu le projet et a participé à sa mise en œuvre dans de nombreux détails. La tour du Bayterek, 97 mètres de haut, est le symbole de la ville. Ce serait le président lui-même qui en aurait esquissé le dessin sur une serviette de restaurant. Il veut que l'on se souvienne de lui, non seulement comme du premier président du Kazakhstan indépendant, mais aussi comme de celui qui a construit la capitale, une sorte de Pierre le Grand. C'est vraiment très important pour lui. Il construit la ville comme si c'était la sienne. Pourtant, même si les Occidentaux ont beaucoup investi, l'essentiel du financement vient de l'État. Nazarbayev a utilisé l'argent de l'État comme il le voulait. Le Parlement ne lui refuse rien. Le transfert du siège gouvernemental depuis Almaty à Astana, dans le nord du pays, s'explique surtout par des raisons géopolitiques. Nazarbayev souhaitait parer à d'éventuelles revendications territoriales de la Russie.
D'un point de vue géopolitique, la capitale est à présent un peu plus au centre du pays, quasiment à équidistance de toutes les frontières. Le transfert de la capitale nous a également permis de nous démarquer de l'héritage soviétique. C'était une manière d'affirmer que le peuple kazakh est aujourd'hui autodéterminé et qu'il est en mesure de prendre les décisions stratégiques qui lui paraissent nécessaires. Nous avons montré de quoi nous étions capables, tout d'abord à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Pour Timur Shaimergenov, Astana est le nouveau visage du Kazakhstan. Dynamique, moderne et tourné vers l'avenir. C'est aussi une démonstration de ce dont le pays et ses habitants sont capables. En 2007, quand nous avons annoncé que nous voulions faire partie des 50 pays les plus compétitifs du monde, personne n'y croyait. Et pourtant, nous l'avons fait. Nous ne faisons plus partie des pays qui tentent de survivre. Nous sommes entrés dans le club des pays développés. Selon les critères de la Banque mondiale, nous faisons désormais partie des pays à revenus intermédiaires. Plus de 60% des habitants sont kazakhs. Près de 20% sont des Russes du Kazakhstan. Le pays est riche en pétrole, gaz naturel et autres matières premières. Pourtant, la moitié de la population vit encore dans la précarité et habite des villages reculés. Karabastaou, à 3 heures de voiture d'Almaty. Nous sommes chez la famille Kayrov. Tourar est la belle-fille de la famille. Elle s'est mariée il y a 7 ans. Elle avait alors 24 ans, un âge auquel les femmes des campagnes kazakhs sont mariées depuis longtemps. Tourar et son mari ont 2 enfants. Les week-ends, la famille se retrouve dans la maison de ses beaux-parents. Karabastaou est loin de la civilisation. Aucun bus ne dessert le village. Ici, un véhicule adapté aux conditions hivernales est une nécessité. Dans le salon, l'atmosphère est agréable. La pièce est chauffée au fumier de vache. La télévision fait entrer l'univers moderne d'Astana dans la petite maison. Certains jours, la neige est tellement abondante que la famille reste cloîtrée. Tourar prépare le repas avec sa belle-sœur et sa belle-mère. De la viande de cheval et de mouton de leur propre élevage. La viande vient de notre troupeau. Nous abattons un cheval, nous le découpons et nous le mettons à sécher dans la remise. Il se conserve très longtemps comme ça. Et ça ne nécessite pas de réfrigérateur. Au début de l'hiver, vers les mois de novembre-décembre, nous abattons un cheval et il nous dure tout l'hiver. La viande est servie sur des galettes cuites. Le plat s'appelle beshbarmak, ce qui signifie 5 doigts. Autrefois, il se mangeait à la main. Le beshbarmak est notre plat traditionnel. Tous les Kazakhs en préparent plusieurs fois par semaine. Les beaux-parents de Tourar ont 2 fils et une fille. Mais selon la tradition kazakh, seuls les fils comptent comme leurs enfants. Car quand les filles se marient, elles font partie de la famille du beau-fils. Le plus âgé de la tablée dit le bata, la prière familiale. La prière implore la bénédiction pour les vivants et les morts. Comme la plupart des Kazakhs, les Kayrov sont musulmans. Au Kazakhstan, l'islam est libéral.
la famille de Tourar le pratique de manière relativement souple. Les liens familiaux sont plus importants que la religion. Chaque enfant kazakh, nous dit-on, connaît les noms de ses ancêtres sur 7 générations. Chez les Kazakhs, tout le monde vit ensemble. On n'abandonne pas ses parents. Quand je me suis mariée, mon mari et moi avons habité avec eux pendant 4 ans. Ensuite, nous sommes partis parce qu'il n'y avait pas de travail et pas d'école pour les enfants. Tous les jeunes ont quitté le village. Seules les personnes âgées restent ici. Jairbek Kayrov est berger comme l'étaient ses aïeux. À 59 ans, il s'occupe quotidiennement de ses bêtes, même par des températures de moins 40 degrés. Il possède 50 moutons, 30 vaches et une vingtaine de chevaux. Pour les Kazakhs, le bétail est synonyme de richesse. Depuis des siècles, la survie dans la steppe nécessite de manger de la viande. Nous faisons tout nous-mêmes et nous ne manquons de rien. Nous trayons les vaches, nous faisons notre beurre, nous abattons nos bêtes. Les enfants emportent de la viande en ville. Le reste, on le mange ici. Pour le moment, Jairbek Kayrov est encore en mesure de s'occuper de ses bêtes. Il a un ouvrier qui habite avec la famille. Mais dans quelques années, il sera trop âgé. Selon la tradition kazakh, le fils aîné devra alors s'installer chez ses parents avec sa famille. Quand j'aurai 40 ou 50 ans, nous reviendrons ici et nous reprendrons la ferme de mon beau-père parce qu'il n'aura plus la force de travailler. Soit mon mari et moi, soit mon beau-frère et sa famille. Les vastes étendues de la steppe contrastent avec l'animation de la ville. Almaty n'est plus la capitale, mais la ville ne cesse de grandir. Elle est bruyante, tumultueuse et chère. Les sommets de plus de 4000 mètres d'altitude qui se dressent à proximité immédiate ne sont visibles que le matin. Le reste de la journée, le smog recouvre la ville. Dans les embouteillages, l'atmosphère est irrespirable. Almaty fait partie des villes du monde où la pollution de l'air est d'occasion et elle-même fait des ménages 5 jours par semaine. Tourar fait la plupart de ses achats au marché. Les prix y sont moins élevés que dans les supermarchés. Au Kazakhstan, le salaire moyen est de 600 €. Ces dernières années, le tenge, la monnaie nationale, a perdu la moitié de son pouvoir d'achat. Mais les salaires n'ont pas été réajustés et les prix, au marché comme ailleurs, continuent d'augmenter. Chaque année, c'est pareil. Après le Nouvel An, le prix des produits alimentaires augmente. Nous sommes habitués. Et quand les salaires et les retraites augmentent, les prix augmentent eux aussi. C'est toujours comme ça. Nous sommes habitués à ce genre de choses. Les Kazakhs sont des gens calmes. Malgré la crise, Tourar continue de faire confiance à Nursultan Nazarbayev. Elle n'a jamais connu un autre président et comme la majorité des Kazakhs,
elle a beaucoup de mal à imaginer un changement à la tête de l'État. Les gens des pays post-soviétiques n'ont pas compris que la liberté et la prospérité sont des valeurs pour lesquelles il faut s'investir et se battre, que ce sont des objectifs qui nécessitent des sacrifices. Ils n'ont pas compris l'importance de la liberté pour leur qualité de vie au quotidien, pour leur bien-être et pour leur environnement politique. La plupart remettent leur destin entre les mains de leurs dirigeants. Pour eux, Nazarbayev ou Poutine sont les nouveaux tsars en qui ils mettent tous leurs espoirs. De fait, les manifestations contre le gouvernement restent isolées. En 2011, à Janaozen, des ouvriers pétroliers se mettent en grève pour réclamer des hausses de salaire. Le 16 décembre, jour de l'indépendance, quelques grévistes saccagent une tribune. Au cours des émeutes qui s'ensuivent, la police ouvre le feu sur la foule. Les heurts font au moins 17 morts et plus d'une centaine de blessés. Dans un premier temps, Nazarbayev adresse ses félicitations aux forces de police. Puis, sous la pression des critiques à l'étranger, il parlera d'une intervention inadaptée. Plusieurs policiers seront arrêtés. Ça a été un choc pour tout le monde de se rendre compte que la police était capable de tirer sur la foule et de tuer des gens. Mais cela n'a pas généré de grandes démonstrations de protestation. Il y en a eu de petites à Almaty, mais dans l'ensemble, cela n'a provoqué aucune manifestation de masse. Cela confirme ma théorie sur la société kazakhe. Les gens ne sont pas lâches, mais ils éprouvent une sorte de peur génétique de l'État. Ils sont passifs et incapables de s'engager pour changer les choses. C'est l'héritage de l'époque soviétique. À Panfilov, un petit village aux portes d'Almaty, nous rencontrons l'une des rares personnes qui n'hésite pas à critiquer le gouvernement. Yerbossin Meldibekov, un artiste de renommée internationale, nous reçoit dans son atelier. À 52 ans, il a déjà exposé à Venise, Londres et Berlin. Son installation vidéo sur les émeutes de Janaozen a été particulièrement remarquée. Avec ce travail, Meldibekov a voulu attirer l'attention de l'opinion internationale sur la répression sanglante qui a eu lieu ce jour-là. Il n'y a rien eu, absolument rien. Pourtant, beaucoup de gens sont morts à Janaozen. Mais personne n'a rien dit pendant des semaines. Ni les Américains, ni les Européens, ni les Chinois. Personne n'en a parlé. Il y a eu quelques petits articles isolés, ça et là, sur Internet. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire en tant qu'artiste. Meldibekov présente les émeutes dans une forme parodique, en associant des images d'archives et des vidéos de sa production. Ici, c'est un ami, là aussi. Là, c'est mon ami et moi. C'est une mise en scène. Ici, je lance ma chaussure. Je me suis inspiré de ce journaliste d'Al-Baghdadia qui avait lancé une chaussure sur Bush. Ça, ce sont des archives. Et ça, ce sont des enfants qui jouaient au football. On leur a demandé de courir comme des figurants. On leur a offert quelques bouteilles de soda et ils ont joué le jeu. Ils étaient prêts à courir comme ça toute la journée. Avec mon travail, je ne cherche à plaire à personne, ni au gouvernement, ni à l'opposition. Quand je fais quelque chose, je suis toujours sur le fil du rasoir. Ça doit être mon destin. Un artiste en Asie centrale se situe toujours à la limite de la légalité. Mais avec cette vidéo, Meldibekov a franchi une ligne rouge. Les autorités lui ont ordonné d'évacuer son atelier à Almaty. Depuis, il travaille dans cette petite maison de Panfilov. Mais il refuse de se laisser intimider. Il continue de critiquer le gouvernement, auquel il reproche notamment d'être trop éloigné du quotidien des Kazakhs.
Le gouvernement organise des événements mondiaux comme l'Expo ou l'Universiade d'hiver 2017. Ça coûte énormément d'argent et le peuple, lui, vit dans la misère. Nazarbayev aime les films qui parlent de lui. Il construit des monuments, il veut résoudre de grands problèmes internationaux, régler le conflit syrien à Astana et venir en aide à son ami Poutine. Il se préoccupe de problèmes mondiaux alors que la population est dans une situation très difficile. Mais la plupart se taisent, craignant la répression. Selon Meldibekov, la majorité des artistes s'accommodent de la situation. Et avec la prospérité grandissante, due au pétrole et au gaz naturel, la plupart des Kazakhs se désintéressent de la politique. Beaucoup de Kazakhs ne réfléchissent pas à la politique. Si vous leur demandez ce qu'ils pensent du président, ils sont très gênés. Et ils répondent à côté. Dans un de mes travaux, j'ai résumé leur réponse par l'interjection. Je dis toujours ce que je pense. C'est ce qui me vaut de rester enfermé chez moi et de ne pas gagner d'argent. Quelques galeries à l'étranger continuent de m'exposer. Mais ici, je n'ai pratiquement plus aucune commande et plus personne ne m'invite. On dit même que je suis dangereux. En ce moment, c'est comme ça. Avec sa dernière œuvre en date, Meldibekov stigmatise le culte de la personnalité mis en place par Nazarbayev. Ces photos reprennent des images d'une série télévisée sur la vie du président, diffusée à plusieurs reprises par la télévision d'État. Là, c'est la naissance de notre président. Une scène très biblique, avec des parents qui font penser à Joseph et Marie. Après, il y a l'enfance et la jeunesse, dans la plus pure tradition soviétique. Nazarbayev veut devenir pilote d'avion et pionnier. Après, c'est l'époque du chantier de la ligne ferroviaire de la magistrale Baïkal-Amour. Puis, Nazarbayev travaille dans une usine métallurgique. Et ensuite, il y a tout son parcours au sein du parti. La fin est très étonnante. Le réalisateur fait le lien avec la culture islamique et présente Nazarbayev comme une sorte de prophète. Malgré ses critiques, la vie et l'œuvre de Nazarbayev lui inspirent également du respect. Comparé à d'autres pays d'Asie centrale, le Kazakhstan fait plutôt bonne figure. Au fond, Nazarbayev n'est pas un si mauvais président que ça. Toutes ces choses absurdes, ce culte de la personnalité, tout cela aurait été impensable autrefois. Lui-même aurait été le premier à s'y opposer. À mon avis, il est trop vieux. Il ne contrôle plus rien et les choses se font toutes seules. Combien de temps le président Nazarbayev régnera-t-il encore sur le peuple kazakh? Ses apparitions publiques, comme lors des festivités pour l'anniversaire d'Astana, sont de plus en plus rares. Mais à 76 ans, son pouvoir demeure incontesté. Il bénéficie toujours d'un large soutien de la part de la population. Nazarbayev a doté le Kazakhstan d'un socle économique solide. Politiquement, le pays est stable. Il a créé un réseau d'institutions et permis l'épanouissement d'une élite économique. Des milliers de gens font leurs études à l'étranger ou à Astana, dans de très bonnes universités. Aujourd'hui, une jeune génération plus progressiste et tournée vers l'avenir est en train de prendre les rênes de l'économie. Elle va faire avancer les choses. Elle va moderniser et réformer le pays. Au printemps 2017, le Kazakhstan a réformé sa constitution. Nazarbayev parle d'une démocratisation. De fait, le président renonce à certaines prérogatives. Mais le Parlement reste faible et ne constitue pas un réel contre-pouvoir face au gouvernement.
Notre objectif est d'instaurer au Kazakhstan une démocratie comme celle qui existe en Europe de l'Ouest. Et petit à petit, nous y parviendrons. Le Kazakhstan est un pays complexe, d'un point de vue géographique, mais aussi ethnique, religieux et social. Le président Nazarbayev a mis en œuvre un modèle de gouvernance qui a prouvé qu'il fonctionnait. Et je pense que pour réussir sur le long terme, nous devrons transmettre ce modèle aux futures générations de dirigeants. Pour l'heure, impossible de prédire qui succédera un jour à Nazarbayev. Tout le système politique a été taillé sur mesure pour lui. Yerbossin Meldibekov craint que, privé de son président éternel, le pays ne dérive vers le chaos. En Asie centrale, la culture de la transmission du pouvoir d'un dirigeant à l'autre n'existe pas. Et donc, ce que je voudrais, c'est que Nazarbayev désigne officiellement un successeur. Peu importe que ce soit quelqu'un de bien ou pas. De toute façon, je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Mais au moins les gens seraient rassurés. Car pour le moment, tout le monde a peur que Nazarbayev meure dans son sommeil et que ses proches se disputent le pouvoir. Comme en Afghanistan, où ils se sont tous entretués et où ils ont précipité le pays dans la ruine. Ce serait très dangereux. La journaliste Inga Imanbay se bat pour une remise en liberté rapide de son mari. Pour elle, l'instauration d'une vraie démocratie au Kazakhstan est encore loin. Il est impossible de prédire ce qui se passera au Kazakhstan après la mort de Nazarbayev. Tous les experts kazakhs vous le diront, et c'est aussi mon avis. Le président Nazarbayev n'abdiquera pas. Son ère ne s'achèvera qu'avec sa mort. Le faste de la modernité ne suffit pas à masquer la dure réalité. La transition à la tête de l'État sera-t-elle pacifique? Ce n'est qu'à cette condition que le Kazakhstan restera un facteur de stabilité en Asie centrale.